Charles Leclerc franchit la ligne à Miami, convaincu d'avoir sauvé sa 6e place. Max Verstappen pensait tenir la 5e. Tous les deux avaient tort. Des heures après le drapeau à damier, la FIA a réécrit le Grand Prix de Miami. 20 secondes ajoutées à Leclerc, 5 secondes pour Verstappen, des positions redistribuées, des points déplacés, et une seule question dans la tête des pilotes, des équipes, des fans: si la course ne se termine pas quand le drapeau tombe, alors quand se termine-t-elle vraiment ? Si vous aviez demandé à n'importe quel spectateur ce qu'il venait de voir sur le circuit international de Miami ce 3 mai, il vous aurait répondu: une course brillante. Kimi Antonelli, 19 ans, qui remporte son 3e Grand Prix consécutif depuis la pole position. Lando Norris, dans son sillage lap après lap, jamais à plus de quelques secondes de la Mercedes argentée. Un duel au sommet propre, tendu, presque classique. Personne ne savait ce qui se tramait déjà dans la salle des commissaires. Le départ d'Antonelli n'était pas parfait. Il a bloqué ses roues dans le premier virage, frôlant Leclerc et le déjà en tête à queue Verstappen dans le chaos de l'envoi, mais à partir de là, il a contrôlé la course avec cette sérénité propre aux pilotes qui font confiance à leur machine. Mercedes a joué la stratégie à la perfection, l'undercut sur McLaren au bon moment, et Antonelli a fait le reste. 3,264 secondes d'avance au drapeau, sa 3e victoire consécutive depuis la pole, quelque chose qu'aucun pilote dans toute l'histoire de la Formule 1 n'avait jamais accompli sur ses 3 premières poles. Un palmarès qui le place aux côtés d'Ayrton Senna et Michael Schumacher, les seuls à avoir gagné depuis leurs 3 premières poles. La différence, Antonelli l'a fait en 3 courses dos à dos. Chine, Japon, Miami. À 19 ans, il mène le championnat pilote avec 100 points, 20 longueurs devant son propre coéquipier George Russell. Une domination qui se construit en direct, sous les yeux d'un sport qui ne sait pas encore comment y répondre. Norris, de son côté, a tout fait juste. Il est resté à moins d'1 seconde pendant la majeure partie de l'après-midi, attendant la faute du teenager devant lui. Cette faute n'est jamais venue. Le choix de McLaren de rentrer au stand en second leur a coûté l'undercut, et Norris l'a su au moment précis où ça s'est passé. La colère sur la radio était audible. Il a ensuite géré la situation avec plus de calme, reconnaissant la meilleure stratégie de Mercedes. Il a également signalé un problème à l'arrière dans les derniers tours qui l'a forcé à lever le pied, quelque chose qui n'avait pas encore été pleinement expliqué. Norris a décroché le point du meilleur tour comme lot de consolation. Maigre récompense pour un pilote qui a senti la victoire lui échapper en temps réel. Pendant un moment, c'était ça, le Grand Prix de Miami. Un teenager qui réécrit les livres d'histoire sous le soleil de Floride. Une nouvelle ère qui prend forme chez Mercedes. Une bataille au sommet entre les 2 voitures les plus rapides du plateau, ça n'a pas duré. Derrière la bataille de tête, Charles Leclerc vivait sa meilleure course de la saison 2026, jusqu'à ce que tout s'effondre. Son départ avait été le geste le plus audacieux de l'après-midi. Depuis la 3e place sur la grille, il était passé à l'extérieur d'Antonelli ET de Verstappen dans le premier virage, totalement engagé sur la trajectoire de course, prenant la tête. Propre, confiant, parfaitement calibré, il a mené la phase d'ouverture et est resté dans la bagarre pour un podium profondément dans le dernier relais. Même quand les problèmes de surchauffe des pneus arrière et le déficit en vitesse de pointe de la Ferrari faisaient de chaque tour un combat, il tenait. La Ferrari 2026 vit et meurt par la température des pneumatiques. Quand la fenêtre est là, le rythme suit. Dès que vous en sortez, la voiture vous lâche. Dans les derniers tours, Oscar Piastri l'avait dépassé à l'avant-dernier tour pour la 3e place, mais Leclerc tenait la 4e. Un bon résultat pour une voiture qui se bat contre ses propres faiblesses depuis le début de saison. Ce choix semblait anodin, il ne l'était pas. Leclerc a tenté une dernière attaque sur Piastri, il avait besoin du mode dépassement en sortie du 3e virage. Il savait que la puissance Ferrari ne suivrait pas la McLaren dans ce secteur. Il a tout donné, et au dernier tour du Grand Prix de Miami, dans la longue courbe rapide menant au virage 3, il a trouvé la limite d'adhérence de sa voiture. Puis, il l'a dépassé. La Ferrari a décroché, Leclerc a tourné, et l'arrière de la voiture a touché le mur en béton extérieur. Dommage de l'avant gauche, crevaison probable, rupture probable du bras de suspension côté gauche. La voiture ne pouvait plus tourner à droite.
Et elle était encore sur la piste, encore en mouvement, avec le drapeau à damier à moins d'1 minute et des points à portée de main. Alors, il a fait ce que tout pilote de course aurait fait à sa place. Il a continué. Le problème, c'est que continuer impliquait de couper des chicanes. Virage 4, virage 8, virage 11, virage 15. 4 chicanes esquivées parce que la Ferrari brisée ne pouvait physiquement pas les passer. Il a forcé le passage devant la Racing Bulls d'Arvid Lindblad, reléguant le jeune pilote. Il a touché George Russell au virage 17, les deux voitures se frôlant dans l'épingle gauche alors qu'il traînait sa monture blessée. Et il a franchi la ligne en ce qui était, selon lui, la 6e place. Une position qui valait encore des points, qui signifiait encore quelque chose après le désastre de ce dernier tour. Si vous vous demandez comment les commissaires ont traité un pilote qui coupe 4 chicanes en un seul tour et accroche 2 voitures séparées sur le chemin vers le drapeau, la réponse a mis des heures à arriver. Leclerc a été convoqué sur 3 chefs d'accusation. Avoir quitté la piste et gagné un avantage à plusieurs reprises, avoir conduit une voiture dans un état dangereux, et le contact avec Russell. La salle des commissaires du circuit international de Miami est restée ouverte bien après la fin de la fête sur le podium, bien après qu'Antonelli ait arrosé de champagne et posé pour les photos. Et quand le verdict est tombé, c'était une pénalité de passage dans la voie des stands. Transformée, la course étant terminée en 20 secondes ajoutées à son temps total. La 6e place est devenue 8e, derrière Lewis Hamilton, derrière Franco Colapinto, qui avait signé une 7e place record en carrière. 2 places supprimées, encore des points perdus. Les commissaires ont estimé que si la voiture de Leclerc présentait clairement une forme de dégâts, celui-ci n'empêchait pas suffisamment de virer correctement pour justifier de couper 4 chicanes. À leurs yeux, les dommages n'excusaient pas le temps gagné. Le contact avec Russell a été classé incident de course mineure et l'accusation de voiture dangereuse abandonnée, faute de preuves externes suffisantes d'une défaillance mécanique. Et là, Leclerc a changé toute la dynamique autour de cette pénalité avec 4 mots. Il n'a pas contesté, n'a pas incriminé les règles, les commissaires ou la malchance. Toute la colère s'est retournée vers l'intérieur. Le tête-à-queue, c'était sa faute. Le résultat, c'était sur lui. Et debout, face aux caméras devant le motorhome Ferrari, il l'a dit sans détour. Cette erreur est inacceptable. Il a confirmé que la voiture avait probablement une crevaison et des dommages à la suspension après le choc avec le mur, ce qui expliquait pourquoi la direction ne répondait plus dans les virages à droite. Mais rien de tout ça dans son esprit ne comptait. La faute qui avait causé le crash était la sienne. Les points perdus étaient fin sur lui. Les excuses s'adressaient à son équipe et aux fans qui avaient regardé tout s'effondrer en direct. Un pilote qui prend l'entière responsabilité de sa propre erreur pendant que le système qui l'a sanctionné est remis en question par tout le monde autour de lui. Il y a une raison pour laquelle cet écart continue de faire parler des jours après. Max Verstappen s'était qualifié 2e sur la grille, le meilleur samedi de Red Bull pour toute la saison 2026. L'équipe avait amené une voiture fortement évoluée à Miami, incluant leur propre version du concept d'aileron arrière rotatif de Ferrari qui avait été au cœur des discussions dans le paddock. Pour la première fois de l'année, la voiture semblait vraiment rapide. Le championnat ressemblait, le temps d'un week-end, à pouvoir compter un 4e prétendant sérieux. Puis, les feux se sont éteints. 3 voitures de front dans le premier virage, Verstappen touche Leclerc à l'entrée, bloque un pneu avant, accroche le vibreur en sortie du 2e virage et part en tête à queue à 360 degrés. La voiture a fait un tour complet sur elle-même et a quelque part retrouvé de l'adhérence pour continuer. La récupération était surréaliste. Les commentateurs l'ont qualifié de génie en direct, et ils n'avaient pas tort. Le moteur est resté en vie, la voiture est restée sur la piste et Verstappen est passé de la 2e à la 10e place sans abandonner. Il est rentré au stand sous la voiture de sécurité aux alentours du 6e ou 7e tour, chaussant des pneus durs pour un long relais jusqu'à l'arrivée. La même audace qui avait sauvé sa course allait lui coûter quelque chose, car en quittant la voie des stands, le pneu avant gauche de la Red Bull avait franchi la ligne blanche pleine de sorties des stands. Une infraction claire, noir sur blanc, le genre de chose qui est normalement signalée et réglée en quelques minutes, une caméra la capte,
Les commissaires confirment, une pénalité de 5 secondes apparaît sur les écrans de chronométrage et la course continue. Pas cette fois. Les commissaires ont regardé les images, les ont regardées à nouveau et ont déclaré ne pas avoir suffisamment de preuves vidéo pour trancher en direct. Ils ont donc repoussé la décision après le drapeau à damier, le temps de retrouver et d'analyser de nouveaux angles de caméra. Réfléchissez à ça un instant. Un dépassement de ligne de sortie des stands, l'une des décisions les plus simples de tout le sport. Un pneu passe une ligne peinte ou il ne la passe pas. Et les commissaires d'un circuit équipé de centaines de caméras n'ont pas pu le confirmer en direct. Des heures après la course, la décision est tombée. 5 secondes ajoutées au temps de Verstappen. Les commissaires ont établi que le pneu avant gauche avait bien franchi le bord extérieur de la ligne blanche pleine de sorties des stands, parce que Verstappen avait terminé avec plus de 5 secondes d'avance sur Hamilton derrière lui. Sa 5e place a été maintenue. La pénalité n'a rien changé au résultat, mais elle a tout changé à la conversation. Faites attention à ce qui suit, parce que c'est là que se trouve le vrai problème de tout ce qui s'est passé à Miami. Le Grand Prix de Miami 2026 a généré un nombre hallucinant d'incidents en piste, Verstappen et Leclerc en contact au premier virage, Verstappen et Russell en collision au dernier virage du dernier tour, Hamilton et Colapinto qui s'accrochent au virage 11, Hamilton perdant entre 10 et 15 points d'appui à l'avant-train après des dégâts carrosserie. Liam Lawson, victime d'une soudaine défaillance de boîte de vitesse, envoyant sa Racing Bull dans l'arrière de l'Alpine de Pierre Gasly, si violemment que la voiture a décollé et roulé dans le bac à gravier. Verstappen repoussant Carlos Sainz hors de la piste au virage 17. Verstappen et Alexander Albon en contact dans le milieu de peloton. Leclerc et Russell qui se touchent à l'épingle alors que Leclerc rentrait avec une voiture cassée. Chacun de ces incidents a soit été ignoré, soit classé incident de course mineure, pas une seconde ajoutée, pas une place changée. Et si c'était là les seuls problèmes, le week-end aurait peut-être survécu à la chaleur. Mais ensuite sont venues les pénalités qui, elles, ont bien été prononcées. 20 secondes pour avoir coupé des chicanes avec une voiture qui ne pouvait physiquement plus tourner à droite, 5 secondes pour un pneu qui effleure une ligne blanche de quelques millimètres. Et les comparaisons ont immédiatement commencé. Plus tôt dans la saison, Hamilton avait reçu une sanction plus légère pour une situation similaire de coupe de virage à Singapour. Même type d'infraction, issue différente, week-end différent, panel différent. Un pilote qui lutte pour survivre avec un bras de direction cassé reçoit le même type de pénalité qu'un pilote dont le pneu a glissé sur de la peinture. Des contacts qui auraient pu mettre fin à des carrières. La voiture de Gasly qui s'envole et roule. La boîte de vitesse de Lawson qui explose sous le freinage. Tout ça, classé mauvaise chance. Et le sport s'interroge pourquoi la réaction après chaque course n'est plus sur qui a gagné, mais sur ce qui a été modifié après coup. Ce qu'on a vu à Miami, c'était soit une direction de course d'une rigueur exemplaire, soit un effondrement total du jugement, selon entièrement de quel côté de l'écran de chronométrage vous étiez assis. Si vous regardez encore, c'est que le futur de ce sport vous importe. Abonnez-vous, on couvre la Formule 1 chaque semaine, les histoires qui comptent et celles que les diffuseurs n'ont pas le temps de développer. Leclerc pénalisé, Verstappen pénalisé. De multiples contacts violents dans le peloton non pénalisés. Mais ce qui s'est passé hors circuit après la course a fait paraître tout ça simple. Pendant la course elle-même, la colère de Carlos Sainz contre Verstappen a débordé sur la radio de Williams. Il m'a poussé dehors, il croit pouvoir faire ce qu'il veut, juste parce qu'il course dans le milieu de peloton. La voiture de Sainz avait été repoussée hors de la piste par la Red Bull de Verstappen au virage 17. Un geste noté par les commissaires, puis laissé sans suite. Après la course, Sainz a confirmé chacun de ses mots. La manœuvre était limite, trop agressive à son goût, bien que, selon lui, toujours dans le cadre de la course. Mais Sainz n'était pas seulement en colère à propos d'un incident en un dimanche. Il est le pilote le plus vocal du plateau cette saison entière sur un problème bien plus profond. En tant que directeur de la Grand Prix Drivers Association, il milite ouvertement pour des commissaires permanents. Les panels tournants qui changent à chaque course doivent disparaître. Les lectures contradictoires des mêmes règles d'un circuit à l'autre aussi. L'argument est simple. Les règles sont déjà d'une complexité extrême.
avoir les mêmes personnes pour les juger à chaque fois supprimerait au moins une couche de signaux contradictoires dans un système qui s'y noie. 4 courses dans la saison, Miami prouve cet argument mieux que n'importe quel discours. Parce que le même panel de commissaires, qui a mis des heures et de nouveaux angles caméra pour confirmer un dépassement de ligne de sortie des stands, a aussi balayé de multiples contacts en piste en quelques minutes. Le panel qui n'a trouvé aucune raison valable pour la coupe de chicane de Leclerc, avec une voiture cassée, n'a trouvé aucun problème avec Verstappen poussant Sainz complètement hors de la piste. Ce schéma n'est pas une mauvaise décision isolée. Il est en train de devenir l'histoire définissante de 2026. Verstappen, fidèle à lui-même, n'a pas jeté d'huile sur le feu. Le contact avec Russell au dernier virage n'avait à ses yeux rien qui mérite discussion. Le dépassement sur le Leclerc claudiquant dans les derniers mètres, juste une opportunité saisie. Et sur la sortie radio de Sainz le pointant du doigt pour conduite agressive dans le milieu de peloton, Verstappen a offert 6 mots qui résument toute son approche. C'est un peu la jungle dans le milieu de peloton, c'est tout. Ni défense, ni excuse, juste un haussement d'épaule habillé en phrase. Pendant ce temps, George Russell a traversé l'un de ses week-ends les plus difficiles en Mercedes. Il s'est qualifié à 4 dixièmes de seconde derrière Antonelli, n'a jamais trouvé de rythme avec les pneus durs et a passé la majeure partie de la course avec une voiture qui refusait de coopérer. En fin d'après-midi, après que l'équipe ait modifié la configuration pour rapprocher la voiture de celle d'Antonelli, son rythme s'est complètement transformé. Il a dépassé à la fois Verstappen et le Leclerc boiteux au dernier tour pour s'emparer de la 4e place. Une remontée, certes, mais l'écart avec son coéquipier de 19 ans, 3 victoires d'affilée et 20 points en 4 courses est tranquillement en train de devenir l'une des histoires les plus inconfortables du paddock. Et c'est là que le Grand Prix de Miami 2026 cesse d'être une histoire de pénalité et de classement pour devenir une histoire sur l'avenir du sport lui-même. Parce que la FIA avait déjà refondu le processus de direction de course pour 2026. Les nouvelles règles du Code sportif international permettent désormais aux commissaires de revoir leurs propres décisions d'eux-mêmes. Les lignes directrices sur les standards de conduite ont été réécrites. Les points de pénalité ont été limités aux infractions dangereuses, imprudentes ou clairement délibérées. Le système de révision post-course a été étendu. Des panels de commissaires hors site, pouvant se réunir par vidéoconférence, ont été instaurés. Tout cela a été construit pour corriger exactement le type de plainte qui avait explosé en 2025, à Zandvoort, à São Paulo, lors d'une fin de saison sous haute tension. Et le timing du désastre de Miami ne pouvait pas tomber plus mal pour l'instance dirigeante, parce que toutes ces réformes étaient en place quand les commissaires de Miami ont repoussé pendant des heures une décision sur un dépassement de ligne de sortie des stands. Toutes ces réformes étaient actives quand la pénalité infligée à la voiture cassée de Leclerc est tombée plus lourde que la sanction plus légère donnée à Hamilton pour une infraction similaire la saison dernière. Toutes ces réformes existaient quand la Red Bull d'Issa Kadjar a été exclue des qualifications parce que son fond plat était 2 mm trop large et que personne n'a pensé à vérifier la voiture sœur garée dans le garage d'à côté, construite selon la même approche, gérée par les mêmes ingénieurs. Verstappen, peut-être, avait une voiture parfaitement légale. Les commissaires ne l'ont pas signalé, Red Bull a affirmé qu'il n'y avait aucun problème. Mais la question de savoir quel véhicule inspecter sur un week-end déjà marqué par des appels à l'équité a rendu une situation déjà difficile encore pire. Si une voiture dans une écurie à 2 châssis est trouvée avec une pièce illégale et que l'autre n'est même pas regardée, qu'est-ce que ça dit de la rigueur réelle du système ? La réaction dans le paddock et dans les médias spécialisés a été tranchante. La pénalité infligée à Verstappen pour le dépassement de ligne a été largement qualifiée de faible, de grandes voix du monde du sport mécanique, suggérant qu'elle ressemblait davantage à des commissaires justifiant leur propre processus tardif qu'à l'application d'un vrai standard. Ce jugement est peut-être sévère, mais il pointe vers un problème de confiance qu'aucune réécriture de règles ne peut résoudre seule. Les réformes 2026 de la FIA sont bien intentionnées. Personne ne le conteste. Mais des réformes qui permettent encore à un dépassement de ligne de sortie des stands de rester non résolu pendant des heures, qui produisent encore un week-end
où des contacts entre voitures à haute vitesse sont pardonnés, mais où un pneu qui touche une ligne blanche est puni, qui laisse encore les contrôles techniques paraître aléatoires plutôt que systématiques, ces réformes ne règlent pas le problème de confiance. Elles pourraient même l'aggraver, car le sport a désormais ouvertement reconnu le problème, passé un hiver entier à réécrire les règles et organiser quand même un week-end de course où les résultats finaux ont été décidés dans une salle que la plupart des fans ne verront jamais, sur un calendrier que la plupart des fans n'accepteront jamais. Ce n'est pas juste Miami, c'est un schéma qui se construit depuis 2025, à Zandvoort, à São Paulo, à travers le processus de réforme de l'intersaison, et maintenant à travers les 4 premières courses de 2026. Une équipe est contrôlée, l'autre ne l'est pas. Un incident en piste entraîne une pénalité, les 5 suivants passent sans encombre. Une décision tombe en direct, la prochaine prend 4 heures, et les pilotes, les gens qui attachent leur harnais dans ces machines et les poussent à 300 km/h, sont ceux qui se retrouvent à deviner où se trouve vraiment la limite. La 3e victoire consécutive de Kimi Antonelli est un moment historique. 19 ans, 100 points au championnat, 20 longueurs devant Russell en train de réécrire des records qui tenaient depuis des décennies. Ça méritait d'être l'histoire. Mais le Grand Prix de Miami 2026 ne sera pas remembré pour l'éclat d'Antonelli en tête de course.